Bonjour, donc moi je suis le docteur Nadia Létissé, gynécologue obstétricienne spécialisée en médecine fœtale à l'échographie, c'est-à-dire que je reçois des patients en consultation qui me sont adressés par des confrères qui ont déjà fait une échographie et pour lesquels ils suspectent une malformation fœtale ou pour lesquels ils n'ont pas pu faire un examen échographique complet. Donc moi je vois principalement des gens en deuxième intention et ces patients, ces futurs parents, arrivent à ma consultation avec déjà l'idée que quelque chose pourrait aller mal. Voilà. J'ai trouvé qu'il y avait un très très grand décalage dans la réflexion entre ce que j'avais appris et ce que j'aurais aimé mettre en œuvre pour les familles. Et du coup, comme je faisais à ce moment-là du théâtre en loisir et que j'ai de nouveau été touchée par une patiente donc je jouais la veille au soir une histoire qui ressemblait à sa vie et le lendemain matin je la reçois en consultation. Intérieurement j'ai senti que je ne m'adressais pas à elle comme je faisais autrefois, enfin juste avant. Je sentais qu'il y avait plus d'empathie, plus de douceur, beaucoup plus de simplicité peut-être aussi. Et ça m'a... pendant la consultation, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et à l'issue de la consultation, cette dame me dit, c'est la première fois qu'un médecin, blablabla. Et donc je ferme la porte et je pleure parce que j'ai bien senti moi-même que j'étais pas comme les autres fois et je sentais bien que cette fois-là j'étais juste. Et donc, comme je venais finir ce doctorat, je me suis dit, en fait, le théâtre va permettre aux soignants d'apporter un soin authentique, d'apporter une vraie écoute et d'être à l'écoute d'eux-mêmes dans leur corps pour pouvoir être juste avec la personne en face. J'ai eu cette espèce d'intuition. Donc comme je faisais du théâtre, j'ai plein de copains qui font du théâtre, et une copine m'a expliqué que c'était son métier. Je suis allée me former à la fac de théâtre, et puis une fois formée, j'ai structuré plusieurs modèles, et je suis allée voir les doyens en faculté de médecine en disant, voilà, j'ai 2 doctorats, je viens de structurer un modèle de formation, j'aimerais le mettre à profit des soignants et des étudiants en médecine. Donc il m'a été répondu que je devais choisir mon camp. Artiste, comment il m'avait la formule exacte, j'ai oublié, intermittente du spectacle ou toubib. Et donc j'ai choisi d'être les deux, bien sûr. Donc j'ai créé ma compagnie de théâtre et j'interviens dans des congrès, j'interviens en fac de médecine et je propose donc des modules pour aider les jeunes et les plus anciens à mieux communiquer entre eux et à communiquer avec les patients. J'ai eu la chance en fait d'avoir un double regard constant sur qu'est-ce que c'est que prendre soin de soi, la médecine occidentale d'une part et la philosophie yogi de l'autre côté. Donc ça m'a toujours porté. Et à un moment donné, je me suis intéressée à l'hypnose. Plusieurs personnes me connaissant m'ont parlé de cette pratique. Moi, je trouvais un petit peu trop éthérique quand même pour moi. Mais j'ai fini par, une fois enceinte, essayer sur moi. Et j'ai trouvé super. Et là, j'ai enfin trouvé une médecine, en tout cas, comment pratiquer une médecine dans sa globalité. Et du coup, ça venait unir ces deux aspirations que j'ai finalement toujours cultivées avec le yoga et la médecine, on va dire, traditionnelle ici, quoi, ou conventionnelle peut-être. Et ensuite, j'ai voulu exercer mon métier d'obstétricienne uniquement si je pouvais faire de l'hypnose, parce que ça me paraissait tellement important d'apporter ce calme, cette écoute aux patientes, ces outils pour baisser l'anxiété, que j'ai commencé à pratiquer l'hypnose en faisant mes amniosynthèses. Donc chaque semaine, j'ai une consultation, je fais des amniosynthèses que je fais sous hypnose. Les patientes ont commencé à revenir me voir en disant vous m'avez fait ça, ou parfois c'était lors des césariennes en urgence, ou j'avais un acte obstétrical à faire, par exemple une naissance par forceps. Là je faisais de l'hypnose, ça se passait bien. J'avais les conjoints qui ont commencé à venir me dire waouh, merci, vous avez transformé ma femme, ou oh, depuis que vous avez fait votre truc là, c'est super, elle va mieux, vous m'avez rendu ma femme. Enfin, j'ai eu beaucoup de témoignages de conjoints. J'ai beaucoup de patientes qui sont revenues en me disant mais vous m'avez fait un truc le jour de mon accouchement, est-ce que vous pourriez me refaire parce que c'était vachement bien. Donc
un petit peu comme ça malgré moi, les patientes m'ont réclamé beaucoup d'hypnose. Je suis donc allée me reformer pour répondre mieux à la demande parce que j'avais appris juste comment faire baisser l'anxiété sur les gestes aigus ou les annonces un peu abruptes, comment les accompagner, comment donner des exercices pour que les gens puissent traverser ces moments compliqués. Et là, ce qu'on me demandait, c'était vraiment autre chose, et ça, je ne savais pas faire. Donc, je suis allée me reformer. J'ai ouvert une consultation d'hypnose pour pouvoir répondre à cette demande en ciblant les gens qui ont des problèmes gynécologiques, obstétricaux, post-obstétricaux, donc toutes les dames qui ont des problèmes d'algie chronique, les douleurs chroniques du périnée, toutes les dames qui ont éventuellement subi des violences sexuelles, des dames qui ont une vie intime compliquée. Et donc ça a vraiment été pour moi très très important. Et du coup, l'hypnose et la gynécologie obstétrique, pour moi, voilà, c'est une forme de médecine intégrative qui me convient complètement parce que je trouve qu'on peut apporter un bon service après-vente aussi d'une certaine façon parce que parfois on est maladroit, parfois les gestes ça se complique, etc. Et je trouve que ce sont des bons outils pour aider les gens après. Et du coup, en faisant ces séances d'hypnose, à un moment donné, j'ai eu envie de d'utiliser mon violoncelle en fait. Qui était pour moi tellement important. Et je me suis dit, mais peut-être que les patientes, je pourrais faire de l'hypnose avec mon violoncelle. Donc là, de nouveau, je suis allée me former en Suisse pour apprendre des techniques d'impro et pouvoir le faire de façon juste. J'ai pas fait de formation en musicothérapie ou art-thérapie parce que ce que je voulais faire, c'était vraiment très ciblé, quoi. Juste sur ma consultation d'hypnose, proposer ça. Donc, juste avant la Covid, j'ai pu mettre en place des groupes de hypnose et violoncelle. Pour certaines patientes, j'ai pu proposer de l'hypnose avec le violoncelle en individuel aussi. Et cette formation à Genève m'a été particulière parce qu'on travaillait sur le corps. Donc, comme ancienne danseuse, c'était vraiment une formation pour moi super. Et j'ai découvert que cette technique était utilisée en Suisse pour réduire le taux de chute de 50% chez les seniors. Donc elle est utilisée aux HUG de Genève dans les services de rhumato, dans les services de seniors. On leur propose des ateliers musique et mouvement selon la technique Jacques Dalcroze et on s'aperçoit qu'il y a vraiment un mieux-être, une meilleure qualité de vie et puis réduction des chutes, etc. Donc réduction des coûts de santé, etc. Et là, évidemment, en tant qu'obstétricienne, avec ces patientes qui se plaignent tout le temps d'avoir des sciatiques, qui sont mal dans leur corps en fin de grossesse, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, il fallait faire un mémoire, bien sûr. Donc, j'ai travaillé sur cette question-là et j'ai fini par structurer des ateliers musique et mouvement, juste avant la Covid, pour les femmes enceintes. Et donc, où j'ai mis ce qu'on met dans ces ateliers-là, c'est-à-dire du mouvement, du chant, du violoncelle, et leur permettre de réapprendre un certain nombre de mouvements basiques et permettre de faciliter ce qu'on appelle l'intégration des réflexes archaïques que le petit homme a et qu'il intègre au fur et à mesure de son évolution, avec une hypothèse aujourd'hui qui est que les réflexes archaïques qui sont mal intégrés posent des problèmes cognitifs et les 10, lexie, graphie, calculi, etc., pourraient être associés à des réflexes archaïques mal intégrés. Donc avec la montée des 10, la possibilité d'avoir les femmes enceintes hospitalisées et un violoncelle, je me suis dit, écoute, voilà, tu fais ça. Et ça a bien marché, elles étaient très contentes. Ce que je vois, c'est que y a un certain nombre de professionnels qui se sentent énormément soutenus par cette approche et qui se sentent enfin autorisés à être qui ils sont. Alors ça, c'est, je crois, donc sans reprendre tous les exemples, parce que bien sûr j'en ai beaucoup, j'ai commencé en 2007, on est en 2023, donc
J'ai énormément de témoignages de professionnels qui sont venus me dire qui en fin de carrière, qui en début de carrière, qui à la fin d'une consultation, qui au décours de je ne sais quelle césarienne que j'ai pratiquée sur eux-mêmes ou quoi. Merci, j'ai enfin l'autorisation de. Merci, la médecine à laquelle j'aspire existe. Merci d'incarner ce vers quoi je veux aller. Alors ça, j'ai envie de dire, rien que pour ça, ça vaut le coup. Donc, les professionnels, beaucoup de professionnels sont soutenus par cette démarche, par cette approche, par cette énergie. Ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, des professionnels médecins sont interrogatifs parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi je ne me cantonne pas juste à l'évidence basse médecine, pourquoi je veux faire des trucs en plus de ce qu'a marqué dans le protocole et qu'est-ce que j'ai besoin de toujours aller chercher encore et encore. Voilà. Alors il y a tous ces gens qui ont besoin d'être sur un rail et pas bouger, qui sont extrêmement malmenés par cette approche. Non pas que je les embête personnellement, mais le reflet que je donne, vous parlez de Shiva, moi j'ai pas l'impression d'être Shiva. Moi j'ai juste l'impression d'être moi et de mettre les pièces du puzzle qui manquent pour être le médecin que je crois que je peux être ou que j'aimerais être. Mais en tout cas, juste quand je suis face à une situation, de quels outils j'ai besoin, pourquoi là tout de suite j'y arrive pas, il me manque ça et ça, ok, je vais le chercher. Alors j'ai cette énergie, j'ai cet élan, j'ai cette appétence intellectuelle, etc. Et ça dérange en fait. Ça dérange parce que d'une certaine façon, ça dit aux autres, pourquoi tu n'y vas pas? Alors moi je leur dis pas, je respecte tout à fait tout un chacun. Mais certains entendent ce message-là, malgré moi. Alors ceux-là, ils ne sont pas contents. Ceux-là, ils ne sont pas contents parce qu'ils ont l'impression que je formule des reproches. Que je ne formule pas, encore une fois. Donc voilà. Après, il y a donc les collègues qui comprennent juste pas, il y a ceux qui pensent que ça sert à rien du tout, et puis il y a aussi tous ceux qui pensent que c'est un effet de mode, ou voilà. Donc il y a tous ces gens que ça gêne en fait. Ce que j'ai compris, c'est que du moment que vous n'êtes pas dans le cadre, de toute façon vous allez déranger quelqu'un. Alors, ma mission c'est de m'occuper des gens, alors je le fais du mieux que je peux. En fait, ce que je sens, c'est que plus je suis précise dans mes activités artistiques, plus je les pratique, plus mon acuité de médecin grandit. Et en fait, c'est ça qui me touche et qui fait que je lâche pas. Alors parfois je joue un peu plus de violoncelle, parfois je fais un peu plus de peinture, parfois je vais plus écrire des contes. Mais plus je fais ça, à la fois plus ma compréhension intellectuelle du monde est fine et subtile, mais surtout, plus le médecin que je suis comprend ce pourquoi les gens viennent. Et je sens à l'intérieur de moi qu'est-ce qui est juste pour les gens, qu'est-ce qu'ils veulent me dire. Et en pratiquant toutes ces activités, je m'aperçois que je réponds mieux à l'intelligence de chacun, je réponds mieux à la sensibilité de chacun. Parce que si quelqu'un a une intelligence qui est beaucoup plus kinesthésique, je vais prendre des exemples dans la kinesthésie. Si je vois que j'ai un visuel en face de moi, tac, tac, j'ai 2-3 peintres qui se présentent, ou j'ai l'exercice que j'ai fait en dessin qui va m'aider, et tout de suite je vais pouvoir griffonner. Ma pédagogie va vraiment être plus précise pour les gens. Je capte beaucoup plus vite le motif de la consultation, ça c'est indéniable, mais du coup ça me laisse un temps fou pour faire de la pédagogie ajustée. Et avec tous ces outils, moi je suis contente parce qu'en fait je réponds à la demande des gens. Comme ils ont besoin. Pas comme j'ai appris qu'il faut faire, parce que je ne vais pas faire pareil. Je fais faire différemment à chaque fois. Je fais du sur-mesure toutes les fois, et même si ce serait une angine. Parce qu'il y en a aussi qui viennent pour une angine voir un gynécologue. J'ai demandé à un patient une fois, j'ai dit mais pourquoi la dame vient, elle me dit, et elle n'avait pas de problème. Donc j'ai dit écoutez, vous n'êtes pas venu me voir sans problème, c'est quoi le vrai sujet? Vous êtes venu pourquoi? Alors le monsieur dit j'ai tel souci. J'ai dit et vous monsieur? Il me dit oui. Je dis mais vous n'êtes pas médecin généraliste? Et il me répond si, c'est vous. Je trouve joli. Voilà, donc
Ces activités-là font de moi quelqu'un de plus subtil, plus précis, plus compréhensif et beaucoup plus dépouillé de moi-même en fait. Et plus ouvert, plus... Ouais, le mot c'est vraiment la précision, la justesse pour la personne qui est en face de moi. Et c'est ça que je trouve que ça m'apporte. Alors j'ai régulièrement des gens qui me disent que merci pour votre humanité, votre patience, votre pédagogie. Ça oui. J'ai beaucoup de... Alors oui, dans ce que vous avez dit, ce qui me paraît très très juste, c'est que c'est comme si j'avais appris quelque chose qui était désincarné en fait. J'ai appris des protocoles, j'ai appris quelque chose d'assez sec en fait en vous écoutant. C'est l'image qui me venait comme une espèce de un arbre, un tronc quoi. Voilà, on va prendre peut-être un chêne, mais quelque chose de sec quoi, pas au moment du printemps. Et ce que je vais chercher, c'est justement le printemps, c'est justement le lierre qui va venir, c'est justement l'herbe à côté, c'est justement l'oiseau qui va venir faire que ce moment-là devient quelque chose de vivant. La médecine qu'on apprend, nous, est extrêmement performante pour l'aigu, le suraigu, le très grave, il faut agir vite, maintenant et tout de suite. On est brillantissime pour ça. Et c'est super comme on nous a formatés, parce que quand même, à 3 heures du matin, pas devoir tout réfléchir et faire tac, 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 pour sauver une maman ou un bébé, ça, c'est fondamental. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire, ça, c'est bien. Par contre, notre durée de vie s'est allongée, les gens bougent, les repères de chacun ne sont plus les mêmes. Le savoir traditionnel de chaque famille, le savoir traditionnel de chaque région, il a été banni par cette médecine-là parce que c'est compliqué de l'étudier. La médecine ayurvédique, à laquelle je me forme également, donne une grille de lecture du vivant en entier, selon 3 principes, comme si on voulait prendre les 3 couleurs primaires, et définit que chaque être vivant, que ce soit, quel que soit le règne, hein, donc animal, végétal, quel que soit le règne, est déterminé par ces 3 composantes. C'est comme ces 3 couleurs primaires, si on veut prendre cet exemple-là, et que du coup, chacun de nous, êtres vivants, est composé comme ça. Voilà, un petit tableau. Et du coup, cette médecine ayurvédique ou chinoise ou tibétaine va avoir comme objectif de rétablir l'équilibre de la personne à partir de l'analyse de ces 3 couleurs primaires. Et la façon de soigner est de remettre les gens dans leur environnement, les conseils diététiques, le sport, les activités, le loisir, etc., etc. Donc en fait, d'abord, j'ai rien inventé évidemment. Ça, c'est pratiqué depuis je ne sais combien de millénaires. Mais surtout, je m'aperçois que c'est juste. Et quand de temps en temps, les patientes viennent, une femme enceinte vient parce qu'elle saigne, je suis le médecin de garde, et tout d'un coup, je la vois avec la grille de lecture d'Ayurveda. Je me dis, oulala, donc il y a un des principes qui s'appelle Vata, donc c'est le vent. Et donc je vois la dame, je fais waouh, beaucoup de Vata chez elle. Donc je réfléchis vite en Ayurveda et je me dis bon, il va falloir apaiser ça. Je ne sais pas qui elle est, hein, j'ai juste ça. Et il va pas falloir que je la braque parce que si je commence direct à lui dire il y a trop de Vata chez vous, ça va pas. Donc, et je dois traduire tout ça, comprendre ce qui se passe chez elle. Et chez cette dame que j'ai en tête, là, en garde, je lui dis mais il y a beaucoup de mouvements en ce moment chez vous? Elle me dit, je déménage. Bon, mais voilà, il est là son Vata. Donc, dans son contexte à elle, maintenant, je vais pouvoir faire en sorte de l'équilibrer. Donc, je vais l'analyser et je vais lui donner tout ce que nous, dans notre médecine, on marque en tout petit conseil hygiéno-diététique, c'est jamais développé dans nos formations. Mais en fait, les médecines complémentaires et toutes les autres approches artistiques, etc., vont me permettre de développer et de donner ça. Et là, les gens, ils sont contents, pour répondre à votre question jusqu'au bout, ils sont contents parce qu'ils ont l'impression que je les prends en compte, qui ils sont, dans leur milieu, dans leur environnement, et que je leur donne des trucs concrets. Et je vérifie avec eux si mes intuitions, elles sont justes ou pas, et s'ils ont d'autres idées. Et là, on va composer ensemble. Non, la vérité, c'est que c'est un bonheur. J'adore. Moi, j'adore être avec les patients. J'adore quand on m'amène une petite photo en me disant regardez, voilà, j'ai reçu il n'y a pas longtemps là une lettre de au revoir. C'était ma dernière grossesse, je ne vous verrai plus. Vous m'avez accompagnée pour 4 grossesses. 2 étaient tellement douloureuses. Mais les suivantes étaient tellement merveilleuses et vous faites partie définitivement de notre vie et merci. Et continuez tel que vous êtes. Bon, ce genre de témoignage, j'ai hyper souvent. Et bien sûr, ça me porte, mais j'aime.
Et je veux dire, ça me nourrit. Et je me dis, bon, je suis au bon endroit. J'en ai une qui a fait un troisième. Elle m'avait dit, j'en veux que 2. Je me dis, bon, bah ok, au revoir. Je la revois pour le troisième. Je fais, vous en faites 3. Vous m'avez quand même manqué. Hein. Je dis, mais c'est pas moi qui vais l'élever. Elle me dit, je sais, mais j'aime bien être avec vous. Je dis, mais je vais vous voir en consultation. Faites pas des mouflés pour moi. Elle me dit, non, je le veux bien quand même.